Amis de YouTube, vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch, on est en vacances au Maroc, on est parti voir la famille mais on stream toute la semaine. Il y a un sujet dans la revue de presse qu'on voulait mettre en avant pour vous, également sur YouTube, ce qui s'est passé autour de Trump aux États-Unis et cette nouvelle illustration de la violence aux États-Unis, et notamment de la violence en politique. Plusieurs dossiers, plusieurs articles ce matin dans la presse. On commence par Libération, Trump évacué après des tirs. Un dîner qui passe du rire aux armes. Le président américain avait promis un discours inapproprié pour l'exercice oratoire annuel avec la presse de la Maison-Blanche. On l'a pas eu ce discours finalement, auquel il acceptait de participer pour la première fois, mais l'irruption d'un homme armé dans l'hôtel de Washington où se déroulait l'événement l'en aura empêché. Le suspect, un enseignant de 31 ans, a été arrêté. On va prendre le temps de comprendre ce qui s'est passé autour de ça. Correspondance à Washington de Benjamin Delille pour Libération. Qu'est-ce qui s'est passé? Libération cite un témoin qui était aux toilettes, qui a entendu des coups de feu très forts. Et que s'est-il passé? Un Californien de 31 ans, Cole Thomas Allen, vient de foncer en courant au travers d'agents du Secret Service qui démontaient le portique de sécurité pour accéder 2 étages plus bas à la salle de bal où se trouve le président des États-Unis. Il tire plusieurs coups de feu, dont un qui se loge dans le gilet pare-balles d'un officier. Ce sera l'unique blessé de la soirée, avant d'être immobilisé et plaqué torse nu contre le sol, couverture de survie sur les jambes. Selon les premiers éléments de l'enquête, il avait un fusil de chasse, un pistolet, plusieurs couteaux. En tant que client de l'hôtel, il n'avait pas été bloqué par l'important dispositif de sécurité déployé à l'extérieur. Malin, voilà, il avait pris une chambre dans l'hôtel. Il semble bien qu'il ait effectivement cherché à s'en prendre à des membres de l'administration, dont probablement le président, a déclaré dimanche le ministre par intérim de la Justice, Todd Blanche. Il doit comparaître dès aujourd'hui devant la justice américaine et pour l'instant ne coopère pas activement. Leader Mew me dit il est entré avec un fusil de chasse au calme dans l'hôtel. C'est vrai que c'est assez surprenant. Vraie bonne question. Ils n'ont pas appris le jour même que l'hôtel allait recevoir cette cérémonie avec le président. Donc comment tu peux, même en imaginant que tu arrives plusieurs jours avant en louant une chambre, comment à un moment, une inspection minimale des bagages quoi. C'est vrai que c'est vraie question. Pour l'instant, il ne coopère pas activement à l'enquête, a ajouté le ministre de la Justice. À l'intérieur de la salle de bal, en sous-sol, se trouvait tout le gratin de Washington. Pour la première fois depuis 2016, Trump avait accepté de venir à ce rendez-vous annuel des journalistes qui suivent la Maison-Blanche. C'est une tradition, un événement au cours duquel le président en exercice prononce un discours un peu écrit, un peu humoristique, un peu décalé. Obama était très très fort là-dedans. Et Trump n'avait jamais accepté, lui, d'y participer en tant que président. Et vous m'expliquez tout à l'heure qu'il y avait participé une fois, mais il n'était pas élu à l'époque, c'était sous Obama et il avait assisté à un exercice extrêmement compliqué pour lui, c'est-à-dire que Obama s'était moqué de lui allègrement dans son discours et c'est vous qui me l'avez rappelé, ça je l'avais oublié, et depuis il avait refusé en tant que président de participer à cet événement. Presque toute son administration était là, un dîner étrange où les reporters politiques côtoient en smoking et robe de soirée ce qu'ils doivent habituellement interroger, tradition vieille de plusieurs décennies à laquelle tous les précédents présidents ont participé en s'adonnant, c'est ce que j'ai expliqué à l'instant, au jeu particulier de l'autodérision et à la nécessaire célébration du premier amendement de la Constitution qui garantit la sacro-sainte liberté d'expression aux États-Unis. Voilà, c'est un discours un peu particulier. Et d'ailleurs, Trump avait promis un discours décalé, enfin, il avait dit même un discours inapproprié, voilà, mais on n'aura pas pu l'entendre. Je crois même qu'il a insisté après pour revenir et faire son discours, mais les services de sécurité ont insisté pour qu'il aille à la Maison-Blanche, où il a reçu d'ailleurs les journalistes. Je crois qu'ils ont décalé le truc là-bas, mais je crois que pour le coup, Trump a beaucoup plus parlé de l'agression, ce qui est normal d'ailleurs, plutôt que le discours qu'il avait préparé. En même temps, c'est normal, le mec est à nouveau victime d'une tentative a priori d'assassinat, il est normal que le mec change un petit peu d'actu, quoi. Il a demandé à refaire ce dîner d'ici un mois. Ah bah ça c'est intéressant, merci Lucie. Comme on aura peut-être ce discours. Trump en guerre avec les médias qui l'insultent à tire-larigot quand il ne le poursuit pas en justice pour un oui ou pour un non. S'il était toujours refusé, peut-être traumatisé par son expérience de 2011, lorsque le président d'alors, Barack Obama, avait moqué celui qui n'était encore qu'un magnat de l'immobilier new-yorkais, donc milliardaire, relayant des théories complotistes sur son certificat de naissance. C'est vrai que Trump, à l'époque, affirmait que Obama ne devait pas être président, son élection devait être annulée puisqu'il n'était pas américain. C'était une des choses que Trump avait mis en avant. La salle riait à gorge déployée, le milliardaire rongeait son frein. Ce que j'avais oublié, moi, c'est que Trump était présent physiquement à ce discours qui se moquait de lui. Et ça, je l'avais oublié. Le voir cette année accepter l'invitation fut donc une surprise. De nombreux journalistes ont exprimé leur embarras de voir ainsi mis à l'honneur celui qui les conspue au quotidien, les relations. Ça se dit mania et pas magna. Faux, ultracorps. Avant, je faisais comme toi. Je disais le mania de l'immobilier. Jusqu'au jour où Véronique, la rédactrice en chef des questions pour un champion, qui est un puits de science et de culture, m'a dit écoute Samuel, beaucoup de Français se trompent, mais on ne dit pas mania de l'immobilier. La bonne prononciation, nous l'avons vérifié avec toute l'équipe des rédacteurs de questions pour un champion, ils sont 12. C'est magna.
Voilà. Ça fait partie de ces mots qu'on prononce mal, et du coup, quand tu le prononces bien, eh bien, tu le prononces mal. Donc, moi, je me suis aligné sur Véronique. Si demain, vous dites Magna, alors que tout le monde dit Magna, et qu'on vous corrige, dites c'est Véronique. C'est Véronique, la rédactrice en chef de Questions pour un champion, qui a bossé là-dessus. Et on dit Magna. Alors, depuis, je dis Magna. Magna, la streameuse? Non, une autre. Et Leader Mew, qui a dû bosser sur le sujet, me dit Véronique avait tout à fait raison. La majorité n'implique pas forcément la vérité. Tout à fait. Confère 2027. Mais ça, c'est une autre histoire. De le traiter comme ses prédécesseurs alors qu'il organise un assaut coordonné contre la démocratie américaine, qu'il modifie en profondeur l'exercice présidentiel en organisant une dérive autoritaire qui concentre l'essentiel des pouvoirs aux mains de l'exécutif au mépris du législatif. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer après les midterms d'ailleurs, les élections de mi-mandat, du judiciaire et bien sûr de la liberté de la presse. Alors qu'il se montre incapable surtout de coller un exercice d'humilité, puisque souvent dans ce discours, le président se moque de lui-même aussi, puisqu'il passe ses journées à vanter tout en superlatif son bilan, sa personne et mépriser ses adversaires. C'est pour ça que ce discours aurait pu être intéressant, parce que normalement c'est un exercice d'autocritique avec de l'humour. Et puis, c'est quelqu'un qui respecte pas beaucoup la presse, vous savez. En général, il va même jusqu'à la poursuivre régulièrement d'ailleurs. Donc, du coup, le fait qu'il participe cette année avait surpris beaucoup de personnes. Donc, on attendait ce discours qualifié par Trump lui-même d'inapproprié avec impatience, mais on ne l'a pas entendu. Vous m'avez appris tout à l'heure qu'on l'entendrait peut-être d'ici 30 jours. Mais parce qu'un trentenaire, enseignant à temps partiel, développeur de jeux vidéo, c'est comme ça qu'il se présentait, l'auteur des tirs sur Internet, qu'un ingénieur, je crois, en mécanique, si je dis pas de bêtises, mais qui était devenu dev par ailleurs, avec une passion pour les jeux vidéo. En apparence, loin du type de déséquilibré que les États-Unis voient souvent débouler dans les fils d'infos, vient de forcer un barrage d'agents parmi les plus entraînés du pays. Rien de tout cela n'aura lieu. Regardez, ça a bossé dans le chat. MMG est allé voir, il a publié des jeux vidéo sur Steam, en effet, mais sans que cela marche réellement. Après, c'était sa passion. Si vous voulez, on ira voir rapidement un article du HuffPost qui parle longuement de l'auteur des tirs pour voir à peu près son profil. De l'intérieur de la salle de bal, on entend les coups de feu, mais personne ne semble y prêter vraiment attention. J'ai cru que c'était un plateau qui tombait, dira plus tard Donald Trump. La soirée vient à peine de commencer. La journaliste de CBS, Weijia Jiang, présidente de l'association des correspondants de la Maison-Blanche, l'a remercié en introduction de sa présence. Après avoir échangé quelques mots loin des micros, ils sont en train d'observer un mentaliste faire un tour à Melania Trump, à la droite de son mari, et puis quelqu'un crie à terre. À terre, le Secret Service fait irruption. J.D. Vance, le vice-président au bout du podium, est rapidement évacué. Vous avez peut-être vu les images. Voilà, son patron suivra dans la foulée, sans bien comprendre de quoi il s'agit. La suite est racontée en long, en large et en travers dans la presse américaine, puisque c'est elle précisément qui se retrouve bloquée pendant plus d'une heure dans cette salle de bal. À propos de Travers, Hugo Décrypte, alias Hugo Travers, vous me le disiez au début de cet échange, était présent dans la salle, c'est ça. D'ailleurs, c'est écrit par Libé. La suite est racontée en long, en large et en travers. Donc c'est ça, en Hugo Travers. Il était là, il était dans la salle. Il est partout, c'est magnifique. Et donc, les correspondants de presse se sont retrouvés bloqués et ont fait des directs, voilà, certains étaient couchés au sol, ils faisaient des directs avec leur téléphone. Et il paraît que la connexion était pas folle d'ailleurs, et du coup ça coupait, ça relançait, etc. Sans vraiment sombrer dans la terreur, puisque rien ne se passe vraiment, puisqu'en gros, vous avez compris que le tireur n'est jamais entré dans la salle. Donc on a des directs comme ça qui durent très longtemps de qui se passe rien. Mais ça fait de l'actu. L'incompréhension de voir des hommes en armes de guerre avoir remplacé les invités installés sur le podium. Voilà. L'instinct journalistique a vite pris le dessus, ralenti par le réseau capricieux d'une salle en sous-sol d'un immense hôtel de Washington. C'est surréaliste d'imaginer qu'il y a des problèmes de réseau dans une salle où on reçoit le président américain. Voilà. Les directs grésillent, les infos sont floues, les journalistes à l'extérieur qui observent un balai ininterrompu de voitures de police et d'hélicoptères ont l'air paradoxalement mieux informés. Libé dit les journalistes qui étaient dehors avaient plus d'infos sur ce qui se passait que les journalistes qui étaient dedans. Il semble que Trump reclue ensuite dans une suite de l'hôtel présidentiel ultra sécurisé, construite après une autre tentative d'assassinat dans ce même hôtel visant un autre président, Ronald Reagan, 40 ans plus tôt. On est quand même dans un pays un peu particulier. Dans l'hôtel là, il y avait une suite dite présidentielle ultra sécurisée, pensée après une tentative d'assassinat contre Reagan 40 ans plus tôt dans le même hôtel. Et Trump a pu s'y réfugier. On est dans un pays un peu particulier. Trump a insisté pour maintenir son discours. Moi, j'aurais bien voulu l'entendre. Plusieurs fois, la présidente des journalistes là, est venue annoncer que la soirée allait reprendre. Le président a finalement cédé à son service de sécurité qui l'a évacué vers la Maison-Blanche. C'est là, à la Maison-Blanche, autour de 22h30, qu'il s'est exprimé devant les mêmes journalistes, toujours en smoking, qui ont été déplacés de l'hôtel à la Maison-Blanche. Mais a priori, le fameux discours qu'il avait préparé, il ne l'a pas lu. Il a plutôt parlé de la tentative d'assassinat dont il avait été victime. Ce qu'on peut comprendre,
ce qu'on peut comprendre. L'occasion de se comparer à Abraham Lincoln, puisque cette troisième tentative d'assassinat qui a visé Trump, puisqu'il a failli être tué à Butler en Pennsylvanie en juillet 2024, vous savez la balle qui lui avait touché l'oreille, avant d'être à nouveau visé quelques mois plus tard en Floride, serait la preuve de son bilan irréprochable. Je déteste dire que j'en suis honoré, mais nous avons accompli beaucoup de choses. En gros, Trump il a dit on ne tire que sur les grands hommes. Donc si on me tire dessus, c'est que je suis un grand homme. Difficile de mesurer les conséquences d'un tel événement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça va booster sa cote de popularité? Vous savez que le président Trump est très bas dans les sondages aux États-Unis, mais très bas. Est-ce que cette tentative d'assassinat va à nouveau va le faire remonter dans les sondages avant les élections de mi-mandat? Ça, c'est une vraie question. Bon, aujourd'hui, on est impossible d'y répondre. En tout cas, les journalistes de la Maison-Blanche semblaient moins prompts aux critiques après avoir vécu en direct avec lui ce nouvel attentat raté. La soirée aura malgré tout laissé cette étrange atmosphère d'absurdité où personne ne semblait véritablement choqué de la tournure dramatique des événements, comme si la violence s'ancrait durablement dans la politique américaine, et ça on va en parler ce matin, devenue presque normale. C'est-à-dire que à un moment où, aux États-Unis, ils semblent presque habitués à ça. Pardon, mais des tentatives d'assassinat en France contre les chefs d'État, si on prend la 5ème République, il n'y en a pas eu, à ma connaissance. Il y a eu l'attentat du petit Clamart contre le général de Gaulle. Mais en quelle année on était? Est-ce qu'on était sous la 5ème ou est-ce que c'était avant? Ah, Chirac, si, il y avait Chirac, le mec avec sa carabine Van Dolorif, vous avez raison. C'est vrai. Au défilé, ouais. Oh, 14 juillet, ouais, bien vu. Puis avant, il y a eu l'attentat du petit Clamart, de l'OAS, l'organisation armée secrète pro-Algérie française contre De Gaulle. Bon, celle-là, avec la déesse qui avait été fusillée, le pneu qui avait éclaté, dinguerie, quoi. Mais on est très loin. Voilà. Trump, il en a déjà eu 3, quoi. Comme si la violence s'ancrait durablement dans la politique américaine, devenue presque normale, un élu républicain de New York présent dans la salle l'a plutôt bien résumé. Je pense que nous vivons dans un climat où tout le monde reconnaît que c'est un problème, mais je ne crois pas que les gens mesurent pleinement l'ampleur réelle de ce problème. Là, j'avais oublié... Qu'est-ce qui est devenu d'ailleurs le mec qui avait tiré contre Chirac? Ce serait intéressant d'aller voir ça. Je vous lis et on enchaîne avec cet article de Libé sur la violence politique qui s'enracine aux États-Unis. Il y a Malako qui vient d'écrire, il récolte un peu ce qu'il sème, Trump. C'est l'analyse de plusieurs journalistes ce matin, effectivement. Trump n'a pas inventé la violence en politique. Le nombre de présidents américains visés par les tentatives d'assassinat parfois réussies, il y en a eu, mais il est certain que Trump a nourri sans doute ce climat aussi. Lisons. Aux États-Unis, la violence politique s'enracine, article dans Libé également. Depuis la première élection de Trump en 2016, les attaques et les menaces contre les élus de tous bords ont bondi. La violence politique existait avant aux États-Unis. Libé estime qu'elle a augmenté sous Trump. Elles ont fait plusieurs morts l'année dernière et menacent sérieusement la démocratie. Les États-Unis sont à cran, rongés par la polarisation. Alors attention, parce qu'en France, on n'a pas cette violence politique, mais on a aussi une polarisation du débat politique qui, pardon d'être pessimiste, pourra peut-être un jour nous mener vers ce genre de climat. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Sont à cran, rongés par la polarisation, gangrenés par les discours de haine, mais les Américains, dans leur écrasante majorité, s'accordent sur une chose. Ils sont 85% à penser que la violence politique augmente effectivement dans leur pays. L'attaque de samedi soir qui semble avoir visé Trump est venue jeter une lumière crue sur ce phénomène. Ce serait la 5e fois en 10 ans que le président échappe à une tentative d'assassinat plus ou moins aboutie. Ça dépend quelle tentative on compte. De la balle passant à quelques centimètres de son visage, de lui ôter la vie en tout cas, puisqu'il avait été touché à l'oreille lors d'un meeting de campagne en 2024, aux intrusions sur son club de golf en Floride. Même dans un pays hanté depuis des décennies, souvenons-nous de l'assassinat de Kennedy par exemple, ou de Martin Luther King, etc. Ou la tentative d'attentat contre Reagan, qui s'était pris une balle, je crois, à l'époque, dont on a parlé tout à l'heure. Même dans un pays hanté depuis des décennies par la violence, par balle et la violence politique, cette récurrence est alarmante. Avant les attaques contre Trump, il fallait remonter à 81 et la fusillade qui avait visé Reagan, voilà, pour trouver trace de tentatives d'assassinat contre un président américain. Donc des tentatives d'assassinat d'un président américain, il y en a eu plein, mais en fait, sous l'ère moderne, il fallait quand même remonter à Reagan, 80, c'est assez ancien. Samedi soir, le magnat de l'immobilier s'est presque dit honoré de toutes ces attaques contre sa personne. J'ai étudié les assassinats, a-t-il dit, et je dois vous dire que ce sont les personnes les plus influentes, celles qui ont le plus d'impact, qui sont prises pour cible. Si on me vise, c'est que je suis quelqu'un d'important. Le problème, c'est que Trump se trompe, écrit Libé. La violence politique s'est répandue jusqu'à toucher toutes les strates de la vie politique. L'an dernier n'a pas vu seulement l'assassinat de l'influenceur ultra-conservateur Charlie Kirk. En juin, une élue démocrate au Congrès du Minnesota et son mari ont été abattus chez eux par un homme qui a aussi blessé un autre représentant de la même assemblée. Donc c'est vrai qu'il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk, l'influenceur d'extrême droite. Il y a eu en juin une élue démocrate au Congrès du Minnesota et son mari qui ont été abattus chez eux par un homme qui a blessé un autre représentant de la même assemblée. Un mois plus tard, un hôtel accueillant des législateurs texans a été évacué d'urgence après une double alerte à la bombe. En 2024, la résidence du gouverneur de Pennsylvanie, un démocrate, a été incendiée avec toute sa famille endormie
à l'intérieur. En novembre, un rapport du Brennan Center alertait sur une augmentation alarmante des actes de violence et d'intimidation d'élus locaux. Ce que nous raconte Libé, c'est que la violence en fait politique aux États-Unis, elle ne vise pas que la présidence, elle vise de plus en plus les représentants. Voilà, comme le dit Marx Attacks, c'est devenu un sport national. Les représentants politiques américains au sens large. 40% des législateurs des États américains ont signalé une augmentation de la fréquence des abus, insultes, harcèlement, menaces, agressions physiques. Et près d'un tiers, une aggravation de la gravité de ces abus. En 2023, la police du Capitole a enquêté sur plus de 8000 menaces contre les élus du Congrès, soit 10 fois plus qu'en 2016. Il y a Super Kevin qui écrit « C'est le problème des extrémistes, bientôt on aura la même en France ». Face à cette tendance qui n'a échappé à personne, démocrates comme républicains pointent du doigt l'extrémisme dans le camp d'en face. Les électeurs ne sont pas dupes. Selon une enquête publiée en janvier, 67% des Américains estiment que le manque de condamnation des discours violents par les dirigeants politiques contribue fortement aux actes de violence. Plusieurs acteurs indiquent que le bouleversement de la politique américaine par le Trumpisme a joué un rôle dans la propagation de la violence politique. Selon les données du Global Terrorism Database, les attaques menées sur des motifs d'extrême droite ont grimpé en flèche à partir de 2016, dépassant de très loin celles de l'extrême gauche. La violence politique se dégroupe au fil de l'auto-radicalisation des individus. Des idées qui restaient autrefois confinées à des groupes marginaux apparaissent désormais dans les médias grand public. Les idées suprémacistes blanches, la mode des milices, les théories du complot se propagent en ligne. Souvenons-nous, le refus de Trump de reconnaître sa défaite électorale de 2020, l'assaut sur le Capitole, ont donné un deuxième coup d'accélérateur à cette tendance. Je vais vous lire dans un instant parce que je vois que ça suscite beaucoup de réactions. La Brookings Institution a noté une inquiétante recrudescence des menaces de violence contre les autorités électorales, des juges, des élus de tous bords, à la suite du Capitole justement. Les premiers visés ont été les officiels en charge du déroulement du scrutin de 2020, du décompte des votes. Des adresses, des numéros de téléphone ont été diffusés. Assortis de menaces sur les réseaux sociaux, la tête de certains a même été mise à prix. Depuis, cette maladie de la démocratie n'a fait que se répandre, nourrie par les discours inflammatoires des Trumpistes, jusqu'à ce qu'au début de l'année, 20% des Américains, écoutez ça, s'estiment d'accord avec l'idée, donc 1/5 des Américains, que les véritables patriotes pourraient devoir recourir à la violence pour sauver notre pays. Voici pour ce tableau dressé par Libé, et on va se pencher sur le regard de la Croix dans un instant, mais d'abord je vous lis. Lucille me cite un autre sondage aux États-Unis. 54% des jeunes Américains de moins de 25 ans pensent qu'ils connaîtront une guerre civile. C'est assez fou. En vérité, Demotix, en effet, quand Trump a soutenu l'attaque sur le Capitole, on peut dire que ça a alimenté l'idée que la violence est une option. Ça n'est pas faux. Derrière, on a l'ICE qui tue des gens et fait des rafles. Enfin voilà. Je lis que tu rappelles que Trump a aussi gracié beaucoup de responsables de cette attaque du Capitole d'ailleurs, lors de sa réélection. Enfin de son deuxième mandat. Vintib, on parlera du deuxième amendement tout à l'heure. Certains disent que cette violence politique, elle est un petit peu dans l'ADN de la démocratie américaine depuis toujours. Et je crois que la Croix parle justement de ce deuxième amendement. On en parlera tout à l'heure. C'est tout à fait juste. Alors on a un dossier de la Croix aussi, vous savez, sur un événement important comme ça, je trouve c'est intéressant de multiplier les regards, les articles pour avoir différentes analyses. Et la Croix qui effectivement évoque cet engrenage sans fin de la violence politique aux États-Unis, qui fait le même constat que Libé finalement. La brutalisation de la vie politique ne cesse de gagner du terrain outre-Atlantique. La question qu'on se pose notamment en France, si un jour ça va arriver chez nous. Polarisation extrême, banalisation des discours de haine, multiplication des passages à l'acte, où mènera ce crescendo dramatique. Une chose est sûre, écrit la Croix ce matin, la violence politique s'enracine aux États-Unis. Dernière illustration en date, l'attaque ce samedi menée lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. On ignore encore si l'assaillant visait ou non Trump en personne. Il y a une enquête qui est en cours. Mais pour Romain Huret, historien, ce à quoi on assiste outre-Atlantique est extrêmement grave. L'université replace en effet l'événement dans une séquence plus large. Après l'assaut du Capitole en 2021, vous voyez, on reparle du Capitole. Après les 2 tentatives d'assassinat à son encontre, les menaces de plus en plus nombreuses visant les juges, et samedi cette attaque, lors d'un événement mettant à l'honneur les médias, c'est-à-dire le 4e pouvoir, on voit bien, dit cet historien français, que la violence vise désormais les institutions démocratiques américaines elles-mêmes. Donc là, la Croix reprend les chiffres sur la violence politique aux États-Unis, je ne les reprends pas. De nombreuses voix dressent un parallèle entre la période actuelle et les années 60, marquées par les assassinats de John Kennedy, de Martin Luther King, de Robert Kennedy, ou encore de Malcolm X, mais 2 différences majeures rendent notre époque plus dangereuse, les réseaux sociaux et la disponibilité généralisée d'armes très meurtrières. Dans une société où la polarisation atteint des sommets et où une vraie guerre culturelle se joue, de plus en plus d'Américains se vivent comme appartenant à des camps irréconciliables. De quoi faire sauter chez certains le tabou du recours à la violence. Pour Romain Huret, l'historien français, on assiste depuis la fin des années 90 à une brutalisation de la société américaine, une évolution de fond qui s'accélère ces dernières années avec, selon lui, des glissements sémantiques préoccupants. On considère de plus en plus son opposant politique, et ça doit nous faire réfléchir en France, si je puis me permettre. Parce que je pense que c'est aussi ce qui est en train de se produire chez nous. Ça. On considère de plus en plus son opposant politique non plus comme un adversaire à convaincre, mais comme un ennemi à abattre. Et moi je pense que ça c'est en train de s'installer aussi en France. Autre signe révélateur, l'engouement pour certaines figures d'extrême gauche ou d'extrême droite s'assumant ouvertement violent. Le fait qu'une partie des progressistes par exemple,
donc dans le camp démocrate. Héroïse Luigi Mangione, qui a tué en pleine rue en 2024 le directeur général d'une assurance santé, vous vous souvenez de ça? Montre bien que la violence est désormais vue comme une arme politique légitime face à un système perçu comme injuste. Idem à l'entendre de l'autre côté du spectre politique. En face, on trouve des groupes d'extrême droite comme les Proud Boys qui revendiquent d'avoir participé à la prise du Capitole. 5 morts, on le rappelle. Cette mouvance recrute beaucoup parmi les anciens combattants qui aux États-Unis sont plus de 16 millions, une vraie poudrière. Trump, et là Libé et Lacroix sont d'accord avec ça, Trump a lui-même participé de cette brutalisation de la société américaine en qualifiant régulièrement ceux qui contestent sa politique d'ennemis de l'intérieur. Trump, il le dit, ça, ennemi de l'intérieur. En qualifiant régulièrement ceux qui contestent sa politique d'ennemis de l'intérieur, il fait de l'agressivité et du non-respect de toute forme de civilité une marque de fabrique. Alors, question, est-ce que Trump va profiter au niveau de sa popularité de cet événement? Ce n'est pas là le moindre des paradoxes, alors que l'hôte de la Maison-Blanche s'enlise en Iran, accumule les ratés sur le terrain économique, fait face en interne à des manifestations monstres dénonçant sa dérive monarchique. La séquence pourrait lui profiter. Elle devrait, durant quelques jours en tout cas, amener les républicains à faire corps derrière lui, à acculer les démocrates, à taire leurs critiques, et, décence oblige, Trump va tenter d'en tirer un profit politique. Cela marchera sans doute ponctuellement, mais le coût pour le pays et pour la démocratie est exorbitant. Je vous lis et on enchaîne. Pas étonnant, me dit Boltin, que les jeunes aux États-Unis pensent qu'il va donc y avoir une guerre civile. Moulbit a totalement raison quand il dit le problème est surtout que les politiques se vendent toujours en dénonçant l'autre au lieu de parler de leur propre programme et idées. C'est tellement ça. Bon, après, il y a une chose qui nous distingue quand même fondamentalement de la société américaine, c'est l'accès aux armes est quand même beaucoup plus compliqué en France. Est-ce qu'on a ces revendications? Je vais être rapide là-dessus parce que je pense qu'il faut être présent. Il y a quelques infos sur l'assaillant. On peut aller voir sur le HuffPost que je consomme de plus en plus, qui est un site d'actualité gratuit, que je trouve bien fait, que j'ai toujours consommé, mais plus maintenant parce que je trouve que sur les dernières infos ils sont assez forts. Et là on a notamment un portrait de l'assaillant. Ah, c'est intéressant, on a notamment le manifeste. Putain, j'avais pas vu ça. Le manifeste justement de l'assaillant qui a été évoqué par Trump. Le document transmis à ses proches avant la fusillade éclaire les intentions et les cibles du suspect avant son passage à l'acte. Quelques minutes avant de passer à l'acte, il a pris le temps de coucher ses intentions par écrit. Ça, c'est intéressant. L'assaillant avait envoyé à ses proches un long texte dans lequel il expose les cibles qu'il vise et la manière dont il envisage son geste. Selon le LA Times, ce document a été partagé aux autorités par un membre de la famille dans la soirée de samedi soir. Le texte, publié dans son intégralité par le New York Post, dont l'authenticité a été confirmée par les autorités, toujours être sûr de ce dont on parle, vérifier les infos, les sources, permet de comprendre ce qu'il projetait. Cole Thomas Allen, 31 ans, donc était un ingénieur et aussi enseignant, il annonce clairement vouloir s'en prendre à des responsables de l'administration Trump. Il se présente comme un assassin fédéral, amical, et explique agir au nom d'une forme de responsabilité politique personnelle. Je suis un citoyen des États-Unis, ce que font mes représentants me concerne, dit-il. Dans le document, Trump est visé, mais jamais directement nommé. Je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, violeur et traître salir mes mains avec ses crimes, dit-il. Lui, il a réagi, Trump, il dit, interrogé sur ce passage dans une émission sur CBS, Trump a réagi, coupant le journaliste. Je m'attendais à ce que vous lisiez ça parce que vous êtes des gens horribles. Toujours le rapport de Trump avec les journalistes est un peu compliqué. Je ne suis pas un violeur, je n'ai violé personne. Je ne suis pas un pédophile. Vous devriez avoir honte de lire ça, vous êtes une honte. En guise de réponse, la journaliste lui a demandé s'il s'estimait être visé par ses propos, le texte ne le mentionnant pas explicitement. Vous voyez, pas mal le petit... Ce que j'aime bien dans le HuffPost, c'est qu'ils mettent plein de liens de vidéos aussi à la source. Le texte, donc le manifeste, détaille aussi une forme de plan dans lequel l'auteur évoque ses règles d'engagement. Il hiérarchise ses cibles, donc les cibles. Les membres de l'administration sont des cibles classées du plus haut, alors le plus haut normalement c'est Trump, au plus bas rang. Les forces de sécurité visées également si nécessaire. Il y a un membre du service de sécurité qui s'est pris une balle dans son gilet pare-balles a priori, mais pourtant qui a été un peu blessé quand même, si je dis pas une bêtise. Une partie du texte est consacrée à répondre par avance aux critiques, il invoque notamment sa foi pour justifier son passage à l'acte. Tendre l'autre joue, c'est quand on est soi-même opprimé. Quand l'un d'autre l'est, ne rien faire revient à être complice. Voilà, un agent a été blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Les autorités privilégient à ce stade la piste d'un acte isolé. Le contenu du texte lui contient désormais un élément central pour éclairer les intentions du suspect et le déroulé de la tentative d'attaque. Alors, je ne vous lirai pas l'intégralité de ce deuxième papier du HuffPost. Là, vous avez les images, on peut les regarder d'ailleurs, les images de l'exfiltration de J.D. Vance et de Trump, ici. Là, je ne vais pas lire toute la vidéo, vous avez les images de la sortie. Et je ne vais pas vous lire tout ce papier, parce que c'est un papier qui est très complet, voilà, sur le parcours de l'assaillant. Mais en gros, pour faire simple, 31 ans, californien, banlieue Los Angeles. Les voisins
comme d'habitude, disent on comprend pas, le mec est super gentil, il disait bonjour tous les jours, ça c'est un grand classique. Hein, je vous passe ça à chaque fois que vous avez les enquêtes de voisinage, vous avez ça en général. Et je crois alors a priori, il vivait chez ses parents. Sur son profil LinkedIn, l'homme se présente comme un ingénieur passionné par le développement de jeux vidéo. Voilà, c'était pas sa formation, parce qu'il était ingénieur en mécanique et informaticien de formation, mais développeur de jeux indépendant par expérience. MMG me disait dans le chat tout à l'heure qu'on pouvait retrouver certains de ses jeux sur Steam. Il avait notamment publié un jeu indépendant qu'il avait développé intitulé Boredom, décrit comme un jeu de combat basé sur l'habileté et non violent. Il était aussi enseignant dans une structure privée qui préparait des élèves au concours universitaire, très apprécié manifestement de ses collègues et des élèves. Je vous passe les messages un peu comme les voisins en mode mais c'était le mec le plus gentil du monde, il était tellement brillant, voilà, ça c'est un grand classique. Joli parcours étudiant puisque il avait notamment été diplômé de Caltech, prestigieuse université scientifique californienne. Un de ses professeurs d'informatique a déclaré qu'il était un très bon élève, toujours assis au premier rang de ma classe, attentif, m'envoyait fréquemment des courriels pour me poser des questions sur les cours, doux, très poli, type bien. Je suis très choqué d'apprendre la nouvelle. Bon, c'est un classique. Voilà, c'est pour ça que je vous lis pas ce papier dans son intégralité parce qu'on n'apprend pas grand chose, mais vous avez à peu près vite fait le profil. Je vous lis un petit peu, puis on enchaîne à l'actualité suivante. Pardon pour la caméra qui bouge. Je remercie aux amis de YouTube qui ont suivi cette info qu'on a mis en avant pour eux. Amis de YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne, ça nous fait bien plaisir. C'est quand on va retrouver ces comptes réseaux sociaux qu'on comprendra davantage le passage à l'acte comme d'habitude, dit Marquito qui n'a peut-être pas tort. Commentaire de Stéphane Gotcha, au moins mon voisin n'est pas un terroriste vu qu'il ne dit jamais bonjour. Oh ok, on se donne rendez-vous demain, on aura peut-être des infos supplémentaires. Non, il n'est pas mort, un Syrah, il n'est pas mort. Je crois qu'il comparait même en justice dès aujourd'hui d'après les infos de Libération.